Bonsoir Olivier Besancenot, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous êtes une des figures de proue du nouveau parti anticapitaliste. Vous demandez un rassemblement qui aura probablement lieu au début de l'année prochaine contre la loi Macron au moment du vote par l'Assemblée nationale et vous espérez rassembler le plus largement possible au-delà du NPA jusqu'aux frondeurs du Parti socialiste, les organisations de la gauche non gouvernementale, les organisations syndicales, tous ceux qui sont opposés à la loi Macron. Vous avez face à vous Jacques Attali qui est l'un des inspirateurs de cette loi Macron. Et Non, qui est un de ceux qui a fait... Vous l'avez répété ça plusieurs fois, je suis pas un aspirateur. Et je sais bien que vous ne voulez pas jouer sur les mots, mais disons que la loi Macron puise en quelque sorte dans votre commission. En tout cas, on ne va pas jouer sur les mots. Olivier Besancenot, Jacques Attali, vous avez 20 minutes et vous m'oubliez le plus possible. On va tenter. Ce sera difficile. Non, mais d'abord pour rejoindre l'actualité immédiate, là, puisqu'on parle du sommet climat, c'est juste... une première réflexion, c'est dans la loi Macron, par exemple, on propose de libéraliser les autocars. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'autocars. Voilà. Et dans le même temps, on va faire un grand sommet climat. Quand on sait à quel point la part d'émissions de gaz à effet de serre dépend des transports et de ce qu'il y a sur les routes, on pourrait peut-être analyser là aussi ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Je pense par exemple à la libéralisation du service public ferroviaire du fret, qui a amené 3,5 millions de camions supplémentaires sur les routes. Ça fait beaucoup de pollution, donc mettre plus d'autocars sur les routes, du point de vue du climat, c'est probablement une très mauvaise idée, mais c'est qu'un des exemples de la loi Macron. Je n'avais pas décidé de commencer par ça, mais puisque c'est l'actualité, voilà. Mais j'insiste un peu là-dessus, parce que sur la loi Macron, en fait, on focalise, à juste titre, sur le travail du dimanche, sur les professions libérales réglementées, parce qu'elles manifestent en ce moment. J'espère que d'autres manifesteront, et on ferait bien de s'inspirer du côté du mouvement ouvrier, de la grève générale qui a eu lieu en Italie, sur l'entièreté de la loi Macron. Alors, j'avoue que j'ai pas lu les 107 articles, voilà, surtout qu'il y aura encore quelques bougées, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique générale. Et un point essentiel, qui est cette espèce de fixette, de truc monomaniaque, qui consiste à s'attaquer en permanence sur la question du code du travail. Au nom d'une vision, en plus de quelque chose de visionnaire, qui pour moi en rien visionnaire, puisque le code du travail, finalement, la loi Macron, ça sera qu'une attaque supplémentaire, ça risque de démanteler finalement une législation du travail qui a été arrachée par des dizaines et des dizaines d'années de rapports de force sociale. C'est-à-dire que, évidemment, le dimanche, ça cristallise un petit peu ce qu'il y a dans le droit du travail. C'est quelque chose d'extrêmement symbolique, c'est un peu une soupape. Si ça saute, en effet, on peut imaginer, quand on est un travailleur ou quand on cherche un boulot, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont découler derrière. Mais dans la loi Macron, il n'y a pas que ça. On s'attaque à la question de l'inspection du travail, où des peines qui étaient jusqu'à présent pénales deviendront administratives, avec l'inspection du travail qui sera un peu plus contrôlée par le ministère et finalement par le gouvernement. On s'attaque au prud'homme, c'est-à-dire qu'on va donner plus de pouvoir aux juges des parties d'air, c'est-à-dire à la justice, moins de pouvoir aux conseillers prud'homaux, c'est-à-dire finalement à la représentation salariale. C'est pas une petite affaire pour les 200 000 personnes qui chaque année font appel au prud'homme. Pire, ça paraît anecdotique, on parle de la médecine du travail, qu'on rend finalement responsable d'insécuriser les employeurs parce qu'on accorderait des situations d'adaptabilité trop biaisé, on va dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on permet à des personnes qui ont des problèmes de santé de trouver un poste adapté et finalement c'est pas bon pour l'employeur. Et il y a une petite musique comme ça générale. On propose aussi finalement de généraliser la loi de 2008 sur la séparation conventionnelle du contrat de travail à l'amiable, alors que jusqu'à présent dans le code civil on nous en protégeait. Donc tout ça, s'il doit y avoir une question, c'est qu'est-ce qui pousse finalement, inspirateur, pas inspirateur, à la limite je m'en fous, à focaliser systématiquement sur une question, qui est une question qui est arrachée de haute lutte, et donc finalement... Le droit du travail. Hein. Ouais, c'est-à-dire que la société que vous envisagez tous, là, à réfléchir, dans 30 ou 40 ans, bah, j'ai peur qu'elle ressemble finalement à une société qu'on a connue il y a plus d'un siècle, par bien des aspects. Alors, dans une société qui, du point de vue de la production, aura changé, soit, mais du point de vue des droits sociaux, aura largement régressé. Jacques Attali, est-ce que c'est un retour en arrière? Non, je suis pratiquement d'accord avec tout ce que vous avez dit. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous savez, je suis pratiquement d'accord avec tout ce que vous avez dit. D'abord, je ne suis pas là pour défendre la loi Macron, même si je l'approuve. Donc je vais vous dire en quoi je suis d'accord avec vous et j'approuve cette loi. Il y a en effet un grand glissement dans l'économie mondiale qui est un glissement vers, je disais avant que vous n'arriviez, sur le fait que le marché est en train d'écraser la démocratie. Parce que le marché devient mondial et les facteurs de production peuvent aller où ils veulent. Le capital peut aller là où il veut et il ira là où le travail est le plus servant, esclavagisé, flexible, libre, soumis. C'est ça qui va se passer. Là-dessus, vous êtes plutôt d'accord, oui. Oui, nous sommes d'accord avec ça. Et donc, est-ce qu'on s'adapte tout de suite maintenant à ça, voilà, ou est-ce qu'on résiste à ça? Exactement. C'est pourquoi moi je pense que la clé, c'est de savoir comment
on résiste, ou plus exactement, comment on construit un monde qui n'est pas simplement de la résistance. Si on est simplement en train de construire quelque chose qui est « c'était mieux avant, on va le défendre », non, on n'y arrivera jamais. Le « c'était mieux avant », ça ne marche pas. Ça crée des crispations qui sont vos adversaires comme les miens, c'est-à-dire des totalitarismes extrêmes. Par contre, il faut penser un monde dans lequel on essaie, et c'est le monde de demain, positivement, dans lequel on essaye d'avoir à la fois la flexibilité qui va être rendue nécessaire par l'extraordinaire accélération du progrès technique qui fait qu'on va changer tout le temps, de plus en plus souvent, c'est comme ça, c'est comme ça. Le monde est de plus en plus mobile et les technologies et les innovations vont être de plus en plus grandes, tout en donnant aux gens une plus grande sécurité parce que les richesses créées vont être de plus en plus gigantesques et peuvent permettre de créer ces sécurités. Alors, dans la situation idéale, pour y arriver, il faudrait le faire à l'échelle mondiale. Parce que c'est à l'échelle mondiale que se concentrent aujourd'hui les richesses. Et si on n'arrive pas à contrôler à l'échelle mondiale les richesses, elles iront là où elles est le plus facile. Si on essaye de le faire simplement sur un espace plus petit, parce que ni vous ni moi ne verrons jamais le gouvernement mondial avec les autorités de transfert des richesses qui existent en France ou qui existent dans les pays civilisés, dans les pays scandinaves. On ne verra pas ça à l'échelle mondiale. On le verra un jour. Il y aura un siècle de barbarie avant qu'on y arrive, mais on y arrivera. Ou alors le monde. Mais avant ça, au moins à l'échelle européenne. Et c'est pour ça que je pense que vous devriez être favorable à la construction européenne. Parce qu'il n'y a que l'Europe qui a la taille de créer les défenses dont vous parlez. Et les défenses, c'est quoi? C'est d'échanger, mais d'échanger, et donc je comprends que vous vous battiez, je suis d'accord avec cette bataille, d'échanger plus de flexibilité dans le travail contre davantage de sécurité dans la formation. Ça, pardon, excusez-moi. Laissez-moi terminer. Ouais, et ce que je reproche à la loi actuelle, non pas à la loi en tant que telle, c'est qu'elle soit séparée de la réforme de la formation permanente, qui à mon avis est fondamentale, parce que c'est là où se trouve le gisement d'argent pour assurer aux gens les formations. Parce que ce n'est pas en crispant sur des métiers dépassés qu'on va assurer les emplois de demain. C'est en formant les gens à cela. Et donc il y a un équilibre à trouver. Mais je suis d'accord avec vous pour dire, si on abandonne la sécurité du travail, mais si en même temps on ne donne pas la sécurité de la formation, alors c'est un marché de dupes. Non, mais c'est surtout un discours qu'on entend depuis 30 ans. Donc simplement, c'est pas nouveau. La catalyse de fait est là depuis 30 ans. Oui, non mais c'est pas qu'un discours. C'est pas qu'un discours. Je veux dire, vous pouvez juger que ça va pas assez vite. Mais globalement, c'est les recettes qui sont appliquées depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire, donnez-nous plus de flexibilité et en échange, vous aurez de l'investissement, de l'emploi et de la sécurité. De la formation. Cette politique, mais elle n'est pas attendez, je vous ai écouté. Cette politique ne marche pas. Cette politique ne marche pas. Et surtout, partez d'un constat, pardon de le dire, ouais, moi je suis pour une construction européenne, mais pas celle-là. Je suis pour sortir des traités existants. Je suis pour sortir du fondamental de la construction européenne actuelle, qui est une Europe qui a été faite finalement que pour les banques, qui est un espèce de grand marché dans lequel les travailleurs, les peuples ne se retrouvent pas, mais surtout, et c'est ça le fond du débat, c'est quel type de mondialisation on veut faire. C'est la mondialisation du moindre mal, c'est la mondialisation d'un côté des questions sociales, la mondialisation du capital, ou alors c'est une rupture, et nous on propose une rupture, c'est-à-dire que pour l'instant la construction européenne, à l'image de ce qui a été fait au niveau international, c'est le nivellement vers le bas, c'est-à-dire on va prendre et on va piocher dans chacun des pays ce qu'il y a de pire pour l'imposer à tous les autres peuples, ou alors on prend ce qu'il y a de meilleur et on l'impose, et je dis bien on l'impose, et la France, pardon, elle a une petite responsabilité, c'est pas n'importe quel pays la France, les richesses, là aussi ça fait 30 ans que j'entends ce discours, si on sauvegarde ce que nos anciens ont arraché, ou si simplement on est audacieux, parler de vrais tabous en politique, ce gouvernement qui transpire du matin jusqu'au soir pour dire « je vais vous trouver du pouvoir d'achat pour augmenter les salaires », personne n'en parle, parce que ça c'est un tabou. Donc on peut parler aussi de mesures positives. À chaque fois qu'on propose ça, depuis 30 ans, on nous dit « écoutez, si on fait ça, les richesses vont partir ». La réalité, c'est que les richesses, elles sont là. Que la France est un pays riche, qui accueille des investissements de capitaux. Et moi, les capitalistes, je ne les porte pas plus dans mon cœur que ça, mais j'ai compris un truc, c'est qu'en général, quand ils vont placer les œufs dans un panier, c'est qu'ils pensent que ce panier n'est pas percé. Et si aujourd'hui on a investi en France, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a de la productivité. Donc la question, elle dépend y compris de ce que fait un gouvernement, et y compris de ce qu'il peut y avoir dans un rapport. Et je pense notamment au rapport Macron, parce que là, la question qui se pose, c'est en effet le point de bascule. Et c'est pour ça que ça se cristallise aussi un petit peu sur le travail du dimanche. Parce qu'après, on peut disserter, on peut philosopher, dire avoir du temps libre. Mais la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est condamné à être des travailleurs tout le temps, à vie, sans pause, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, alors qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont condamnés à être des chômeurs à vie, et qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver un emploi. Là aussi, il y a un autre tabou en politique qu'on pourrait discuter. C'est de partager le temps de travail. C'est que ceux qui sont à l'intérieur travaillent moins, pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi, et ça passe par la réduction du temps de travail. Je ne veux pas faire de questions personnelles vous concernant, mais je ne vous comprends pas.
Je ne vous comprends pas parce que vous avez tous les talents pour faire autre chose que ce que vous faites, en dehors de votre militantisme. La vie, elle n'est pas condamnée à trouver du plaisir en dehors du travail et d'avoir un travail tellement aliénant que la seule revendication qu'on doit avoir, c'est d'en réduire le temps. La vie, ça consiste à faire en sorte que toutes ces dimensions personnelles soient réussies, y compris le travail, qui soit épanouissant. Une vraie révolution, telle que Marx d'ailleurs la décrivait, c'est une révolution dans laquelle chacun se trouve en situation de s'épanouir dans son travail, de se réaliser, de faire que son travail soit une façon d'être lui-même. Et donc de changer radicalement la nature de la production pour que chacun ait un travail qui ait du sens. Ça nécessite d'en avoir le contrôle et d'en avoir la propriété. C'est ce que disait Marx. Devenir soi. C'est devenir propriétaire de la production pour ça. Et ça, je ne suis pas sûr que vous le partagez. Mais bien sûr que si. Ah oui, mais ça n'est pas pour la réappropriation du secteur. Je suis vous êtes par exemple pour mettre tout le secteur bancaire actuellement sous contrôle public et le renationaliser avec un service public bancaire qui est le monopole de la société. Je suis pour le fait que chacun d'entre nous, trouve les moyens en lui-même, par la formation qu'il reçoit, de créer les conditions d'avoir sa propre entreprise. La première entreprise dont nous sommes responsables, c'est notre vie. Notre vie, c'est une entreprise. Il faut la concevoir comme telle. Notre vie, elle passe par différentes étapes, personnelles, collectives, et le travail en est une dimension. Si on considère le travail comme une forme d'aliénation, qu'il faut le réduire, c'est manquer le monde. Le travail le dimanche, tout le monde travaille le dimanche. Tout le monde fait quelque chose de son dimanche. Tout le monde ne travaille pas encore le dimanche. Mais si les gens ont envie de le faire, si c'est une façon de se réaliser, pourquoi pas? Mais quand même, excusez-moi, la bonne société, mais quand même avec le niveau de réflexion que vous avez, vous pouvez quand même pas mettre de côté, d'un revers de la main, le fait qu'il y a pas mal de personnes qui sont amenées à travailler le dimanche, ou même on pourra dire le travail de nuit. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Et pas simplement pour le dire, tiens, je vais m'épanouir au travail le dimanche, alors j'ai envie d'aller travailler le dimanche. Une bonne société, c'est une société dans laquelle... Puisque vous parliez d'aliénation, c'est une thématique qui m'intéresse. Une bonne société est une société qui aiderait les gens, par la formation et par le financement, à créer des conditions pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur temps. D'accord, mais la formation, c'est une toute petite partie du problème, même si c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ceux qui montent leurs petites entreprises, y compris ceux, aujourd'hui à Pôle emploi, qu'on incite à s'immatriculer, à apprendre. Il y en a plusieurs ici. Oui, il y en a beaucoup. L'écrasante majorité qui ne gagne même pas le SMIC. Il y a combien de boîtes qui ferment au bout de quelques années? Parce que la réalité, et c'est là où on ne peut pas faire abstraction de la réalité du monde, parler souvent de la réalité du monde. La réalité du monde, c'est qu'aujourd'hui, les petites entreprises, elles sont bouffées la plupart du temps par les plus grandes. Et d'ailleurs, le travail du dimanche va faire la part belle à la grande distribution. Qu'aujourd'hui, l'immense majorité des petites et moyennes entreprises n'ont pas accès au marché et aux consommateurs, c'est-à-dire à vous et à moi. Elles ont comme donneur d'ordre et parfois comme donneur d'ordre unique une entreprise qui a aujourd'hui un groupe constitué en tant que tel. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment, quand on parle de réalité, pour revenir à Marx ou au monde tel qu'il est, et d'ailleurs ça me rappelle le discours d'Hollande, la finance n'a pas de visage. Et il en a découvert. La finance, bien sûr qu'elle a un visage. Elle a même plusieurs visages, avec des noms, des prénoms, qui siègent dans les conseils d'administration de ces plus grandes entreprises. Par contre, il y a quelque chose qui est devenu invisible pour cette gauche-là. C'est le monde du travail, le monde des exploités, des opprimés, on l'appellera comme on veut, à la limite, je m'en fous. Or, moi, et c'est ça qui me tue à force, c'est que les noms et les prénoms de ces personnes-là, finalement, c'est plus la clé d'entrée de la réflexion politique. Dans ce pays, en France, où il y a un travailleur sur 5 qui recherche un emploi, où il y a une personne sur 3 qui renonce aux soins faute de moyens, où il y a une personne sur 8 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, moi, c'est ma clé. C'est ma clé d'entrée en politique. Nous avons la même obsession. Moi, je travaille dans le monde entier, et en particulier en France, exactement sur cette préoccupation, en dehors des réflexions, de l'écriture et d'autres choses que je peux faire. Ma réponse, qui n'est qu'une réponse partielle, la vôtre vaut aussi, évidemment. Ma réponse, c'est de dire, ces chômeurs, ou les gens qui sont exploités, ils ont en fait dans leur tête l'idée qu'ils pourraient faire autre chose. Aidons-les à faire autre chose. Aidons-les à créer leurs entreprises. Nous avons créé, avec le groupe Planète Finance, dans les quartiers, plusieurs milliers d'entreprises. 80% sont pérennes pendant plus de 3 ans. Et elles créent des emplois en dehors de celui qu'elles créent. Et elles se développent. C'est ça une des dimensions majeures, même chez les gens qui sont licenciés. Nous avons une expérience où nous aidons les gens licenciés du groupe Peugeot à créer des entreprises. Ça marche. Et donc, il faut vraiment penser qu'il y a une dimension
très positive dans le travail, qui n'est pas simplement partager le travail comme il est. C'est de se dire que chaque être humain a les moyens de faire quelque chose de sa vie, Jacques Attali, en particulier par le travail. Vous et ça disiez marche. tout à l'heure, et je trouve que ce serait intéressant de savoir ce qu'en pense Olivier Besancenot, vous disiez tout à l'heure, la France a fait le choix de chômeurs bien payés plutôt que de travailleurs mal payés. Est-ce que c'est un choix? Et je pense que c'est un bon choix. Olivier Besancenot. Ce qui est un choix politique, c'est d'opposer les travailleurs entre eux avec ou sans emploi. Et quand M. Rebsamen, par exemple, accompagné de M. Macron, envisage à un moment donné de dire à la population, les chômeurs, ils abusent. Donc on pourrait renier un peu dans leurs indemnités. M. Macron, qui est beaucoup plus discret quand tel ou tel patron part avec une retraite chapeau, il est contre, philosophiquement, mais il ne peut rien faire. Par contre, les indemnités, on peut envisager tous les moyens. Ça, c'est un venin. Ça, c'est un venin. Parce que pour moi, il y a une majorité de la population, représentée y compris dans ceux qui nous regardent, chômeurs, retraités, précaires, salariés du public, du privé, avec y compris les Didier, qu'on soit travailleur manuel ou intellectuel. Et on se jalouse des miettes aujourd'hui, parce que ça, il y a eu un discours politique qui s'est rendu coupable de ça. Alors, pour revenir à la question de l'emploi, mais je vais dire des tas de personnes aujourd'hui, vous dites au gré, tout le monde va monter sa petite boîte. Le bilan, il est là. Malheureusement, dans le système tel qu'il est, ça ne marche pas. Mais on va parler d'exemples concrets, d'autres qui ne dépendent pas peut-être de votre société. Il y a par exemple à Marseille, c'est une ONG, c'est pas une société. Par exemple à Marseille, des salariés en ce moment même qui essayent de défendre une usine qui existe depuis plus de 100 ans. Les Moulins Morel, fabriquer du pain. Ils occupent leur boîte pour sauver leur usine. Et c'est eux qui sont traduits en justice pour occupation illégale. Et ils gagneront, parce que la population de Marseille les aide. Il y a une autre entreprise qui a lutté et qui a gagné. Rien n'est réglé complètement pour elle, qui a montré une scope. Les Fralib, à Marseille également. Donc, ceux et celles aujourd'hui qui pensent que travailler, c'est pas simplement les déboires qu'on connaît, parce que l'exploitation est ce qu'elle est, je le sais, mais simplement, pardon, on ne peut pas faire un grand numéro de passe-passe en disant il y a le temps libre et puis il y a le travail. Non. Il y a la société capitaliste telle qu'elle fonctionne, qui développe ses inégalités, ses fractures sociales, ses classes sociales, et qui fait qu'aujourd'hui, oui, en effet, on est en train de dégoûter des gens qui aiment leur boulot ou qui l'aimaient, pour les plus anciens, et qui n'ont plus qu'une envie, c'est de dire moi je me barre à la retraite parce que j'en peux plus. Pourquoi? Parce que c'est les cadences, c'est la productivité et des choix politiques. Et c'est pour ça qu'il faut revenir toujours aux choix politiques. Parler de sécurité. Comment vous pourriez me dire dans les yeux, puisque vous êtes quand même pour cette loi Macron, qu'on a plus de sécurité avec moins de prud'hommes, avec moins d'inspection du travail, moins de médecine du travail, moins de code du travail? Je vous dis que ça n'a de sens que si on réforme la formation permanente. Pour moi, cette loi n'a de sens qu'avec l'autre partie de la loi qui n'existe pas, qui serait la réforme de la formation permanente. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est qu'un volet de ce qui est nécessaire. Vous avez donné des exemples qui montrent que les salariés peuvent devenir des entrepreneurs sous le régime des SCOP, qui est un excellent régime et qui se développe de façon très positive. Moi, je suis très pour cela. Je pense que les entreprises peuvent parfaitement vivre comme ça et les gens se trouvent une façon de se réaliser. Il y a un potentiel qu'il ne faut pas vraiment détruire, c'est le potentiel de créativité qui consiste à ne pas considérer que le travail est aliénant. Quand on dit vous êtes pour la réduction de la durée du travail, pourquoi n'êtes-vous pas pour la modification du contenu du travail? Pourquoi c'est contradictoire? Mais c'est contradictoire. Parce que moi, je rêve d'une société où les gens arrivent à travailler beaucoup plus que 35 heures, parce qu'ils trouveraient du plaisir à travailler. Je rêve d'une société où l'âge de la retraite serait revendiqué comme devant être plus long, parce que c'est passionnant de travailler. C'est ça pour moi l'idéal social. Mais je veux dire quelque chose, c'est pas un idéal où moi je rêve pas. J'ai plus les moyens de rêver parce que dans la société dans laquelle on est. Oui, enfin, vous avez. Non, mais je vais vous le dire, quand on parle de ces questions, quand on parle de ces questions-là, précisément, on n'a plus les moyens de rêver. On n'a plus les moyens de rêver. Et quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, oui, avoir du temps libre, ça fait peur au monde du capital tel qu'il est. Et on l'a vu d'ailleurs sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, quelle idée saugrenue. On a bossé toute sa vie et ensuite, on échappe à la loi de la domination. Pour certains, c'est insupportable parce que c'est de l'argent qui dort. Et on retrouve la même question sur le travail du dimanche, la même question sur le travail de nuit. Mais tout ça, c'est des conceptions, des discussions globales. Mais je voudrais revenir sur l'inefficacité de ces mesures-là. Il faut savoir le travail de nuit, par exemple. On nous a expliqué qu'en permettant aux gens de travailler de nuit, parce que c'était déjà ça la petite musique, on allait avoir moins de chômeurs. Depuis le début des années 90.
Il y a 1 million de personnes, Mais vous il y savez a 1 que million de il y a- femmes il y a qui des- travaillent la il y nuit, a parce que des- c'est particulièrement les femmes qui sont touchées par ça. Ça fait moins de chômeurs? Non, ça fait pas moins de chômeurs. Mais ça tient, Donc, ça a une- ça ne marche mais pas. Jacques Attali. ça ne marche pas pour une raison profonde, c'est que les pays où il y a le moins de chômage, c'est pas les pays où il n'y a pas de travail de nuit, où il n'y a pas le travail de dimanche. C'est les pays où il y a une formation permanente. C'est les pays, c'est l'Autriche, c'est les pays scandinaves, qui ont d'ailleurs des prélèvements obligatoires très élevés. Donc il ne faut pas remettre en cause cela. C'est les pays où on forme les gens à accepter de changer d'emploi et à créer les conditions pour que l'emploi suivant soit meilleur, moins aliénant, plus créatif, plus riche que les emplois précédents. Je m'excuse de revenir là-dessus de façon insistante, parce qu'on ne fait rien là-dessus, parce que ni les partis comme le vôtre, ni les syndicats d'aucune nature ne se battent là-dessus. Le grand scandale de la société française, c'est le gaspillage de l'argent de la formation permanente, dont les partis et les syndicats profitent à titre personnel et qui ne permet pas de faire en sorte que les gens considèrent que changer de métier, c'est une bénédiction. Les gens qui ont des métiers aliénants, au lieu de se battre pour le garder, ils devraient se battre pour avoir le droit d'en changer et pour en avoir les moyens. Mais Et vous c'est savez ça que je quand ne on comprends perd- pas que vous fassiez pas. Mais parce que quand on perd son boulot, c'est pour ça où le monde que vous décrivez, il faut comprendre qu'il y a des fractures sociales à l'intérieur. Et qu'il y a des gens, là, ici, maintenant, là je parle d'ici et maintenant, je ne parle pas du monde qu'on envisage. Ici et maintenant, quand ils perdent leur boulot, ils perdent tout. Je suis d'accord Ils avec perdent vous. tout, y compris, Je si suis on d'accord. veut aller dans la contradiction du rapport au travail, y compris leur part de dignité, bizarrement. Je suis Et d'accord. qu'ils le vivent en tant que tel Je sais, et qu'il je faut sais, je écouter sais. en tant que tel. Eh bien, Donc la question qui est il faut posée... se battre pour que les réformes Non, qui mais leur la soient formation proposées- professionnelle, monsieur. Et moi, dans la société dans laquelle, idéale, évidemment, là où il n'y aurait pas d'aliénation, là où on serait propriétaire des moyens de production, bien sûr qu'on pourrait envisager de pouvoir travailler au cours de sa vie, plusieurs travails, reprendre ses études, etc. Pour l'instant, j'ai cru noter en tant qu'anticapitaliste révolutionnaire et marxiste qu'on n'y était pas tout à fait. Je me bats pour ici et maintenant. Bah, ici quand et maintenant, aujourd'hui- battez-vous et quand pour aujourd'hui- changer la loi et sur quand la formation aujourd'hui- non, permanente. mais écoutez, le discours et la politique sur la formation professionnelle, c'était finalement le meilleur moyen d'expliquer aux travailleurs, bah, écoutez, on va fermer vos usines, on va fermer vos entreprises, promis, juré, craché, on va vous former. Alors, ça dysfonctionne un peu, on fera de nouvelles lois, mais acceptez l'idée de la mobilité permanente. Et ça crée beaucoup d'insécurité. Et pas simplement sur ceux qui perdent leur boulot, je vais vous dire, y compris sur ceux qui ont encore la chance d'en avoir un. Un des drames à France Télécom, ça a été quoi? Et ça a été analysé de près, et par la médecine du travail et par les organisations syndicales. C'est quand on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais non, Alors on a eu un management qui est venu à expliquer à tout le monde, écoutez, soyez moderne, vous allez vous épanouir, vous pourrez bouger d'un jour au lendemain. Et évidemment, ça crée quoi? C'est qu'on ne peut pas se construire. Parce que précisément, monsieur Attali, on ne se construit pas qu'au travail. On a aussi une vie à côté, on a envie de lire, on a envie d'avoir une famille, de profiter de son temps libre, ici et maintenant. Et à partir du moment où on nous empêche de le faire, en effet, il y a une partie de sa vie qu'on ne peut plus vivre. On retrouve le discours de Martine Aubry cette semaine. Jacques Attali, un dernier Oui, mot. non, mais je pourrais caricaturer votre pensée en disant que votre rêve, c'est une société de fonctionnaires où chacun connaîtrait son avenir. Mais malheureusement, l'avenir... Vous caricaturez, en effet. Vous caricaturez, mais vous avez quand même eu le temps, visiblement, d'en parler. Vous vous dites tous les deux hommes de gauche, mais visiblement pas la même gauche. Merci beaucoup. Il y a des chances aussi, ouais. Olivier Besançon d'avoir été avec nous. Suite de cette émission dans un instant avec l'After RMC. À tout de suite.